Alors, je dois vous parler de chute, de la question qui se pose aux médecins quand l'enfant arrive. Et la question, c'est chute, malaise ou secouement. Alors, malaise ou secouement, pourquoi? Parce que c'est souvent ce que les adultes mettent en avant lorsqu'ils amènent le bébé, mais ça, on va en reparler. Et je vous dirai aussi quelques mots sur la datation clinique. Alors, donc cette audition publique, cette fameuse audition, on vous en a déjà parlé beaucoup, donc je ne vais pas vous en reparler davantage, sauf pour vous dire que, en fait, le thème avait été décidé. Le thème, ça devait concerner l'enfant. Donc déjà, il y a une première étape qui a été de faire accepter que ça soit le syndrome du bébé secoué. Alors moi, il y a des gens qui ont dit oui, mais quel intérêt, qu'est-ce qui ça peut intéresser, qui ça concerne. Donc le premier obstacle, c'est faire accepter le thème. Et ensuite, la question, ça a été à quelle question répondre. Parce qu'on aurait pu axer cette audition sur la prévention, sur plein d'autres choses, sur le traitement. Mais finalement, on s'est dit qu'est-ce qui met le plus en difficulté les professionnels, quels qu'ils soient. Et cette question, pour nous, ça a été ce bébé vivant ou mort a-t-il été secoué? Donc la question, c'était le diagnostic de secouement. Et en fait, et également, en cas de diagnostic de secouement certain ou probable, que faut-il faire, en particulier vis-à-vis de la justice? Donc c'est ces questions-là qui ont été choisies pour l'audition publique. Alors comment répondre à la question de ce bébé a-t-il été secoué? Alors, vous savez qu'en médecine, on aime bien la médecine basée sur la preuve. Donc par exemple, dans le traitement du cancer, quand vous hésitez entre deux traitements A ou B, vous faites ce qu'on appelle une randomisation. Alors évidemment, votre âme et conscience, vous ne savez pas si c'est A ou B qui fonctionne le mieux. Donc vous essayez les traitements et le patient est tiré au sort. Donc après, vous savez si c'est le traitement A qui marche mieux que le traitement B et vous gardez le traitement A. Évidemment, pour les bébés secoués, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer de prendre une série de bébés qu'on secourait en faisant varier la fréquence ou l'intensité. Donc, il fallait trouver une autre solution. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est de se dire, voilà, on regarde les lésions qui sont créées par le secouement, d'une part, et on regarde les lésions qui sont provoquées par les mécanismes invoqués par l'adulte. De deux choses l'une, soit les lésions sont les mêmes, et à ce moment-là, le mécanisme est plausible et acceptable. Soit les lésions n'ont rien à voir et à ce moment-là, le mécanisme peut être balayé. Ce n'est pas la vérité. Donc voilà la stratégie qui a été adoptée. Alors les mécanismes qui ont été étudiés lors de cette audition publique, c'est tout d'abord donc les deux mécanismes qui sont principalement mis en avant par l'adulte. Alors la chute de faible hauteur, ah oui, l'enfant, je l'avais dans les bras, il est tombé. Le deuxième, ce qui est rapporté aussi souvent, c'est la réanimation après malaise. J'avais le bébé dans les bras ou il était quelque part, il a eu un malaise, donc je l'ai secoué pour le réanimer. C'est vraiment les deux versions qu'on retrouve le plus souvent. Alors également ont été discutés dans l'audition publique le manque d'oxygène, parce que vous savez, enfin je ne peux pas revenir sur l'histoire, mais il y a une américaine ou une anglaise d'ailleurs qui il y a quelques années a dit quand il y a un manque d'oxygène, ça fragilise les veines ponts, ces fameuses veines ponts, et donc celles-ci peuvent se rompre finalement pour un mécanisme très très peu important. Donc c'était important de savoir si oui ou non c'était vrai ça. Le jeu, on a étudié le jeu, et également on a étudié les lésions créées par l'accouchement. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors tout d'abord, oui, sur quelles lésions on s'est appuyé? On s'est appuyé sur les lésions qui étaient le plus souvent associées au syndrome du bébé secoué, c'est-à-dire l'hématome sous-dural qu'on vous a largement montré, et également les hémorragies rétiniennes qu'on vous a pas montrées, mais qui sont très fréquemment retrouvées dans le syndrome du bébé secoué. Alors, ça, Catherine vous a bien expliqué, vous a bien montré ces topographies très inhabituelles de la tente du cervelet interhémisphérique, et puis surtout ces coupes qu'il est fondamental de faire au vertex, au sommet du crâne, et qui montrent le saignement. Donc ça, c'est d'une part ces lésions-là, et là, donc, vous avez un fond d'œil, et vous avez toutes les plages rouges foncées, tout ça, ce sont des hémorragies rétiniennes. Donc ce sont ces lésions qui sont fréquemment retrouvées dans le syndrome du bébé secoué. Alors quels ont été les résultats de l'audition publique? Tout d'abord, concernant la chute de faible hauteur, donc je vous l'ai dit, ce mécanisme est particulièrement important à étudier car c'est celui qui est le plus souvent mis en avant par l'adulte. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Tout d'abord, globalement, le taux de mortalité
après une chute de faible hauteur. Enfin, faible hauteur, c'est quand même moins d'1,50 m, ce qui pour un nourrisson, c'est quand même important. Donc chez l'enfant de moins de 5 ans est très faible, inférieur à 0,48 par million d'enfants et par an. Donc c'est extrêmement faible. Deuxièmement, cliniquement, une telle chute ne cause aucune symptomatologie conséquente dans la majorité des cas. Donc c'est une simple ecchymose, parfois une fracture du crâne dont on vous a dit que ça n'avait pas d'importance, et en tout cas il n'y a pas de séquelles. Et surtout, ce qui nous concerne, une chute de faible hauteur est exceptionnellement à l'origine d'un hématome sous-dural, et dans ce cas, il est, comme Catherine Adamsbaum vous l'a montré, localisé, pas du tout diffus, multifocal, comme c'est dans le cas du secouement. Et parfois en regard d'un trait de fracture. Voilà pour l'hématome sous-dural. Alors maintenant pour les hémorragies rétiniennes après une chute de faible hauteur. Alors on a trouvé que les hémorragies rétiniennes sont rares après une chute, quelle que soit la hauteur, même quand on tombe du 3e étage. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une étude qui a été faite à Necker à ce point de vue-là, chez des enfants défenestrés qui ont montré, je crois, aucune hémorragie rétinienne. En tout cas, après une chute de faible hauteur, les hémorragies rétiniennes ne sont jamais étendues, soit en surface, soit en profondeur, comme dans le cas du secouement. Également, ces hémorragies sont le plus souvent unilatérales. Et enfin, elles sont le plus souvent associées à un hématome extradural et non sous-dural. Extradural, c'est-à-dire que c'est situé entre la dure mère et le crâne, et non pas sous la dure mère. Quelque chose d'essentiel, c'est qu'on a bien étudié les cas de la littérature qui a été publiée et on a critiqué ces observations et l'audition a conclu qu'il n'est retrouvé dans la littérature aucun cas d'enfant de moins d'1 an présentant, après une chute de faible hauteur, l'association d'un hématome sous-dural et d'hémorragie rétinienne. Donc une chute de faible hauteur ne peut engendrer les lésions constatées dans le syndrome du bébé secoué. Ça, c'était la chute de faible hauteur. Également, ce qu'on a trouvé, c'est que hématome sous-dural et hémorragie rétinienne ne peuvent être dus à une manœuvre de réanimation, ne peuvent être dus à un manque d'oxygène avec hypoxie ou anoxie, ne peuvent absolument pas être dus à un jeu. Donc, c'est un message à faire passer. Le jeu n'est pas dangereux. On peut et on doit jouer avec un enfant. Alors, bien sûr, il faut adapter le jeu à l'âge de l'enfant, mais le jeu n'est pas dangereux. En revanche, ce qu'on a trouvé, c'est que hémorragie rétinienne et hématome sous-dural peuvent être dus à un accouchement, principalement par voie basse, chez une primipare, chez un gros bébé. Enfin, ça peut, surtout quand il y a eu forceps ou ventouse. Mais le bébé va très bien et les lésions vont disparaître en moins d'1 mois. À partir de ces données, donc, on a établi des critères diagnostiques de secouement et qui, de façon tout à fait innovante, et je crois que c'est essentiel, sont basés sur, d'une part, les lésions et d'autre part, l'histoire clinique. Elles ne sont pas basées sur la couleur de peau des parents, ni sur le statut marital, ni sur le contexte psychologique ou social, mais uniquement sur ce que raconte l'adulte et les lésions qu'on constate chez l'enfant. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de degrés de probabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas d'absence clinique, d'histoire clinique absente, c'est-à-dire en fait, quand l'enfant arrive, soit il est accompagné par un adulte qui n'a pas secoué, donc lui forcément il n'a rien à raconter, soit il est accompagné par l'adulte qui a secoué, et comme on vous l'a dit, jamais il raconte ce qui s'est passé. Donc cette histoire, elle est soit absente, soit changeante. Et là, ça c'est essentiel, parce que, enfin, en tant qu'expert judiciaire, on voit bien que quand on a par exemple accès à l'appel au 18 ou au 15, puis ensuite à ce qui est dit aux urgences, puis après à ce qui est dit en neurochirurgie, puis après ce qui est dit quand il y a une fluctuation de l'histoire, c'est essentiel, c'est un élément essentiel du diagnostic. Soit alors l'histoire est incompatible avec les lésions, effectivement, un coup de hochet ne donne pas d'hématome sous-dural ou d'hémorragie rétinienne, ou alors incompatible avec l'âge de l'enfant. Par exemple, quand on vous dit qu'un enfant de 3 mois s'est déplacé et est tombé de la table à langer, ce n'est pas compatible. Donc, quand l'histoire est comme ça, un hématome sous-dural plurifocal suffit à rendre le diagnostic probable. Donc, même s'il n'est accompagné d'aucune autre lésion, donc il n'y a pas besoin d'hémorragie rétinienne, il n'y a pas besoin d'autre chose, ça suffit. Et dans tous les cas, le degré de probabilité est augmenté, alors de possible vers probable, de probable vers hautement probable, etc. Alors, augmenté par quoi? D'une part, s'il existe des lésions associées, cérébrales, cutanées, osseuses, médulaires. Si également il y a un retard aux soins, et ça c'est aussi très important, le retard aux soins, et s'il y a un antécédent de traumatisme.
Alors, je vais vous parler rapidement de 3 articles qui confortent ces résultats. Michel, j'ai encore combien de temps? 6 minutes. Très bien. 3 articles qui sont très édifiants. Alors, Chadwick, Williams et Jenny. C'est des articles qui sont anciens, qui ont été faits chez des enfants admis consécutivement. Chadwick, donc c'est un Américain qui en 91 a étudié 317 enfants admis consécutivement pour une histoire de chute dans un même centre pédiatrique de 84 à 88. Il y a eu 3 groupes qui ont été distingués selon la hauteur alléguée de la chute par l'adulte accompagnant, soit moins d'1 mètre, soit de 1 à 3 mètres, soit plus de 3 mètres. Et le taux de mortalité a été étudié. Pour le groupe 1 qui constitué de 100 enfants, 7%, 7 enfants sont morts. Pour le groupe 2 de 65 enfants qui seraient tombés de 1 à 3 mètres, 0%. Et dans le groupe 3 de 118 enfants, un seul enfant est mort qui était tombé de 9 mètres. Donc, vous voyez le caractère complètement illogique de ces résultats, qui est que plus on tombe de bas, plus on meurt. Donc, ça c'est un article, je trouve, bouleversant. Deuxième article de Williams en 91, étude prospective, là aussi sur 398 chutes alléguées. 2 groupes d'enfants de moins de 2 ans, là aussi distingués selon soit que les témoins étaient des proches, donc parents ou nounous, soit que c'était des témoins neutres, des voisins, ou alors multiples, il y avait plusieurs personnes au moment de l'incident. Le groupe 2. Alors dans le groupe 1, proche, il y avait 3,8% de mortalité, 34% de traumatisme crânien grave. Dans le groupe 2, 0% de mortalité, sauf un enfant qui était tombé de 21 mètres, et 0% de traumatisme crânien grave. Donc là encore, résultat complètement illogique, plutôt tout à fait surprenant. Plus les témoins sont des proches, plus on meurt. Et 3e article qui doit aussi complètement nous faire réfléchir, donc Carole Jenny, elle a étudié des enfants qui ont été secoués, elle s'est dit, est-ce qu'on aurait pu faire le diagnostic plus tôt? Elle a trouvé que dans un tiers des cas, c'est-à-dire dans 54 cas, les enfants, le diagnostic n'avait pas été posé lors de la première évaluation médicale et que ce diagnostic n'a été établi que 2,8 visites plus tard et 7 jours plus tard. Elle a trouvé que l'erreur diagnostique était statistiquement plus fréquente chez les petits, avec âge moyen de 180 jours, par rapport aux plus âgés, entre guillemets, dont l'âge moyen était de 278 jours. Elle a trouvé que les diagnostics étaient manqués plus souvent, 37% chez les enfants blancs, par rapport à 19% d'enfants noirs. Elle a trouvé que le diagnostic était manqué chez 40% de couples versus 19% chez des parents vivant seuls. Et enfin, elle a conclu en disant que 4 décès sur 5 auraient pu être évités et 15 autres enfants, c'est-à-dire 54-28%, n'auraient vraisemblablement pas été soumis à un nouvel épisode de diagnostic de secouement si on avait fait le diagnostic. Donc, il faut y penser, il faut examiner l'enfant, étudier la courbe de périmètre crânien avec une possible augmentation brutale, et ça, on vous reparlera de la distinction entre une brutale augmentation du périmètre crânien et une augmentation harmonieuse, comme on en peut en voir dans l'élargissement de l'espace sous-arachnoïdien. Et il faut surtout, dès qu'on a le moindre doute, hospitaliser l'enfant pour faire un bilan. Il faut poser le diagnostic et établir le degré de certitude. Et il faut vraiment retenir que si le diagnostic de secouement est probable, eh ben ça suffit, il faut signaler. Pourquoi? Non pas pour mettre l'adulte en prison, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est surtout de l'aider à ne pas recommencer. Donc c'est pour protéger l'enfant et protéger ses droits. Alors quelques mots quand même sur la datation clinique. Donc la datation, on a vu qu'avec l'imagerie, c'est imprécis. Mais moi, je voudrais insister sur l'importance de la datation clinique. Et j'étais très intéressée par ce qu'a dit tout à l'heure Caroline Ressalmon sur les 57 aveux. Ça a conforté ce qui a été dit dans l'audition publique. C'est que dans l'audition publique, il a été montré que quand on étudiait les observations et quand les données étaient complètes, c'est-à-dire quand l'enfant on continuait à examiner l'enfant, enfin à voir l'enfant après le secouement, l'enfant a d'emblée un comportement inhabituel avec des compétences qui ne sont plus les mêmes. Il ne vient plus mou, il ne vient plus géniard, parfois il est carrément dans le coma, mais en tout cas, ses compétences ont changé. Alors ça avait été retrouvé par l'audition publique et c'est vraiment important que là, l'étude faite par Caroline et par Catherine Adamsbaum conforte ça.
Et donc, intérêt de l'histoire clinique et de savoir, et en fait, de savoir jusqu'à quel moment l'enfant a gardé des compétences habituelles. Et je vous dis ça, j'insiste d'autant plus qu'avec Catherine Adamsbaum, il n'y a pas si longtemps, on a parlé devant un tribunal. Et c'était un enfant qui avait été déposé à 8 heures par les parents. À 12 heures, il avait eu un malaise brutal et chez la nourrice. Et la nourrice disait qu'elle l'avait laissé échapper 30 cm sur un matelas. Bon. Et on a eu en face de nous un avocat et un médecin qui nous ont dit, bon, d'accord, on est d'accord, le bébé a été secoué. D'accord, ce que dit la nourrice ne peut pas expliquer les lésions, parce qu'il avait quand même hématome sous-dural, hémorragie rétinienne et même des lésions parenchymateuses. Mais ils nous ont dit, on n'est pas du tout d'accord sur le fait que les symptômes puissent survenir immédiatement. Et l'exemple qu'ils nous ont donné pour étayer ça, c'était de dire, voilà, on vous donne l'exemple d'un bébé qui a reçu un coup de clé à molette sur la tête. Et 48 heures après, il a été amené à la PMI. Il tremblait, donc on pensait qu'il avait froid, on l'a réchauffé, mais c'était pas ça. En fait, il a été hospitalisé, il est mort. Et donc, on a osé nous dire que cet enfant, donc les symptômes étaient arrivés 48 heures après le coup de clé à molette. Et moi, sur le coup, j'ai pas eu la répartie de dire, bon, écoutez, déjà un bébé qui reçoit un coup de clé à molette sur la tête, on peut se poser des questions, mais en plus des adultes qui n'amènent pas immédiatement un enfant qui a reçu un tel traumatisme aux urgences, on peut se poser encore plus des questions. Donc ça a beaucoup d'importance, ce qui est raconté est vraiment essentiel. Et voilà, alors des liens utiles, donc il y a les résultats de l'audition publique, ça a été publié aussi en langue anglaise, dans les Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Et puis, donc, il y a les liens pour les sites des bébés secoués. Et je vous remercie.